Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez et de quelle partie du monde d'où vous nous recevez. Merci de nous rejoindre pour cet entretien dominical, débats actuels. Depuis plusieurs décennies, on parle de développement, de sous-développement, d'ajustement structurel, d'émergence, de pays en voie de développement et j'en passe, à chaque fois qu'il s'agit de peindre le niveau d'évolution du continent africain ou de ses pays. Tout a l'air comme si les pays africains sont des moutons avec des cordes au cou. Et les cordes sont tenues par les pays occidentaux. Les misères, les guerres, les famines, les génocides et autres calamités sont commanditées depuis outre-mer par certaines puissances. On impose même à l'Afrique certaines cultures, certaines mœurs, et on parle de civilisation, de ces pratiques, ces mœurs qui sont contraires à nos traditions. Et aujourd'hui, certains hommes libres de pensée, libres de réflexion, libres d'analyse, s'interrogent. N'y a-t-il pas véritablement un complot de l'Occident contre l'Afrique? Mesdames, Messieurs, pour répondre à cette préoccupation, nous avons invité avec nous aujourd'hui un géopolitologue, théologien, universitaire, économiste, Monsieur Emmanuel Sénégan. Monsieur Sénégan, bonjour. Bonjour, Monsieur Charbel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, allons tout droit à l'essentiel. Y a-t-il véritablement un complot de l'Occident contre l'Afrique ou ce sont certaines pratiques qui vous font interroger, qui vous interrogent par rapport à la préoccupation? Monsieur Charbel et GovTV, je vous remercie pour cette énième fois. Tu l'as promis la fois dernière que je reviendrai sur ce plateau. Tu es un homme de parole. Merci. Je te remercie. Merci, monsieur. Complot. Le complot est multiple et multiforme. Cela veut dire que le complot est réel. Et non seulement réel, mais librement consenti par certains Africains. Et vous allez voir la complicité de ce complot, les méandres, les auteurs, les complices sur toutes leurs formes, tout à l'heure. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que j'ai fait une investigation personnelle qui est devenue un film documentaire intitulé « Comment l'Afrique finance-t-elle le développement de l'Occident ?» Comment l'Afrique finance-t-elle le développement de l'Occident? C'est un documentaire. Donc pour vous, c'est l'Afrique qui finance le développement de l'Occident. Et non pas l'inverse. L'Occident, en Occident, nous avons des pays développés. Cela veut dire que ce développement repose sur la misère, le sous-développement des pays africains. Le jour où l'Afrique prendra conscience de ce que nous voulons expliquer en quelques minutes ce jour-ci, l'éveil va commencer, mais il y a un prix à payer. Il faut être prêt pour le prix de la libération économique, politique, culturelle, environnementale, industrielle et autres de l'Afrique. Monsieur Sénégan, vous dites que lorsque l'Afrique prendra conscience, n'est-ce pas là une injure pour l'Afrique? Cela veut dire qu'en Afrique, nous sommes jusque-là inconscients de ce que nous vivons? Si on en était conscient, on n'en serait plus là depuis l'indépendance. 1960 jusqu'à nos jours, ça fait déjà près de 53 ans, n'est-ce pas? Je pense que s'il y avait une prise de conscience collective, on n'en serait plus là. Mais je crois que vous, les hommes de médias, vous avez une lourde responsabilité dans cette prise de conscience collective. Il s'agit aussi des enseignants. Vous voulez rejeter la responsabilité de 53 ans d'inconscience de certains sur nous autres aujourd'hui, hommes des médias? Parce que le silence des hommes de bien fait la force des gens de mal. Tout silence est complice. Quand bien même on est conscient et puis on n'en parle pas, on n'en fait rien pour que ça change, c'est une complicité. Et c'est pourquoi je parle quelquefois d'un complot librement consenti par une bonne partie des Africains. Comment cela s'explique? Un complot multiple et multiforme. Multiple et multiforme. Parlons déjà de ce que vous aurez voir dans mon film documentaire, que j'ai même donné à beaucoup de chaînes de télévision ici, et que vous avez, vous les chaînes de télévision, les hommes de médias, de façon consciente ou inconsciente, vous devenez quelquefois les vous-là de l'Occident. Mais c'est notre réquisitoire que vous faites là? Non, c'est-à-dire il faut qu'on ait le courage d'identifier ce qui ne va pas pour voir comment corriger. Comment je l'explique? Vous n'avez pas assez de moyens pour aller, par exemple, en Afghanistan pour voir ce qui se passe, pour aller en Syrie. Mais dès que vous dites actualité internationale, à part que vous parlez de
nationale, c'est la manière dont l'Occident veut projeter les choses que vous relayez ici comme actualité internationale. On fait la politique de ces moyens. C'est ce que je dis. Je dis, je vous comprends. Mais c'est qu'il faut avoir, ce que vous faites maintenant, après avoir posé ces choses, appeler des gens comme moi pour rectifier, situer certaines choses. Parce qu'on peut ne pas être sur le théâtre et le terrain et voir, analyser de façon géopolitique, stratégique ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas encore la question. Regardez, on dit que Assad, que je n'apprécie pas du tout, a utilisé les gaz, encore tout récemment, il y a 3 jours là. Je dis que c'est très suspect. Assad, quand un crime se produit, il faut demander qui a intérêt. Vous voulez parler du président syrien? Syrien. Qui a intérêt à ce que cela se passe? Voilà que le président syrien a accepté que l'ONU vienne consulter sur ce qui s'est passé il y a 3 ou 4 mois par rapport au gaz. Est-ce qu'il a intérêt à ce qu'il utilise encore les gaz pendant que les gens sont là, encore à Damas, à la frontière de Damas? Vous voyez, c'est un peu suspect. Il est probable que ce soit l'opposition qui ait fait cela, juste pour dire, bon, il a encore utilisé. Vous voyez comment on peut instrumentaliser vos médias et que vous donnez peut-être, donc de façon de dire, bon voilà, Assad a fait, Assad a fait. Je ne suis pas sur le terrain, mais je dis en tant que géopolitologue, je mets tout ça en doute. Et si cela se vérifiait que le gaz sarin a été utilisé, la force probabilité que ce soit l'opposition, et même surtout la tendance extrême de l'opposition. C'est-à-dire les Al-Qaïda qui a fait ça. Parce que ceux-là sont incontrôlables. D'ailleurs, l'Occident, quelquefois, partise avec l'ennemi parce qu'on veut renforcer un autre ennemi. Ça, c'est eux-là. Revenons en Afrique. Surtout que le temps est très précieux. Prenons sur le plan culturel, le complot sur le plan culturel contre l'Afrique. Il ne fait aucun doute, je ne vois même pas, mis à part l'Afrique du Sud, qui a mis dans sa constitution l'homosexualité, et que le peuple même n'est pas d'accord parce que ça ne s'applique pas aisément là-bas, à part l'Afrique du Sud, qui a mis ça dans sa constitution. Aujourd'hui, l'Occident que nous copions, en l'occurrence la France, l'a adopté. Et malheureusement, à travers notre sœur Taubira, la sœur noire dans ce gouvernement. Et je regrette de l'avoir serré la main pendant le cinquantenaire de l'Afrique ici organisé. Je regrette sincèrement que ce soit elle qui soit à la tête, ministre de la Justice de la France, qui est mis de la tête pour le faire. Ce qui va arriver bientôt, c'est quoi? Puisque notre développement est basé sur la mendicité, sur aide en griffe de l'Occident, on va nous imposer très bientôt que tous ceux qui ne mettent pas ça dans leur constitution, ou bien ceux qui n'approuvent pas la pratique de l'homosexualité, entre homme peut marier homme, femme peut marier femme, tout cela ne peut plus avoir des crédits d'autres fonds. Donc il y aura des fonds qui sont destinés pour ceux qui ont vraiment respecté cette pratique de l'homosexualité. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 formes d'adoption. L'adoption simple et l'adoption plénière. Dans l'adoption simple, les enfants peuvent retrouver après plus tard leurs parents. Mais dans l'adoption plénière, tu ne peux plus jamais retrouver les traces de tes parents. Et ceux-là vont venir ici. Ces Français vont venir adopter nos enfants d'ici et on perd les traces, on va en faire ce que l'on veut. Tout comme on a volé 103 enfants chez le Tchadien Idriss Déby il y a quelques 3-4 ans. Et heureusement qu'on les a attrapés. Bon, vous voyez? Donc maintenant, regardez, si nous voulons la protection de nos enfants, il faut déjà mettre dans notre constitution ces verrous qui empêchent les pays qui ont adopté l'homosexualité, de venir adopter au Bénin nos enfants. Vous voulez que, alors qu'on est en train actuellement de faire la révision, les débats sur la révision de la Constitution, qu'on insère un article, l'homosexualité est formellement interdite. Non seulement interdit au Bénin, on ne peut pas ce mariage le faire, mais on va interdire aux pays qui l'ont adopté de venir au Bénin pour adopter des enfants. Même l'Union africaine doit prendre ces mesures-là. Parce qu'il faut être en bloc pour être fort. Parce donc, que vous êtes contre l'homosexualité. Vous voyez, c'est la culture. Nous avons nos cultures, nos mœurs. Dans quelle culture africaine, dans quelle culture béninoise tu as vu que homme peut marier homme, femme peut marier femme? Je laisse même l'affaire de religion, parce que la religion, c'est une question personnelle. Mais l'homosexualité, c'est une question personnelle, non? Mais c'est une question personnelle, mais pas une question d'État. Quand on met ça dans la Constitution, ça devient une question d'État. Et si toi, Chabel, tu deviens maire demain, je sais de quelle ville tu es, maire de ta ville,
un homosexuel va venir pour dire qu'il veut célébrer un mariage. Je rêve plus que ça, monsieur Saliba. Non, je prends très... Bon, monsieur le président de la République. Merci. Oui. Et donc, Pas pour 2016. Pas pour 2016. Bon, en tout cas, je serai votre directeur de campagne quand le moment va arriver. Donc, voilà à peu près. Je dis, on va vous dire, vous devez mettre dans la Constitution cela. Et les maires qui sont sous ton autorité doivent l'appliquer. Sinon, ils ont un point parce que ils enfreignent. D'ailleurs, on ne parle plus de droit de l'homme. On parle de droit de la personne. Parce que tout est changé pour conforter ces situations-là. La personne est neutre. Mais quand on dit droit de l'homme, c'est beaucoup plus masculin là. Donc, voilà à peu près un des complots qui se prépare. Et désormais, vous n'aurez pas droit à certains crédits qu'on a pris de la... D'ailleurs, la France qui vous donne des crédits. Je vous dis, Charbel, si tu as 100 francs dans ta poche et, tu me dois 95 francs, ça veut dire que... 100 francs dans ma poche, je vous dois 95 francs. Il te reste combien? Il reste... Que 5 francs. Tu as 5 francs en poche. Mais tu continues de donner de l'argent aux gens. Mais la dette de la France fait 95 francs son PIB, sa richesse nationale. La dette de la France, ça fait 95 francs. Sa richesse. Et 95%. Et la France a encore de l'argent pour en distribuer, pour en donner comme des prêts, pour en faire des dons. Où est-ce que la France trouve cet argent? Ce n'est pas que par le pillage. D'ailleurs, je crois que je vous ai montré tout à l'heure. Que ce que vous dites peut créer des différentes diplomatiques. Quelles différentes diplomatiques quand mon peuple est en danger, est en famine, et il faut libérer mon peuple? Chacun libère son peuple. Je vous dis ceci. Et il ne faut pas avoir peur. Hein. Il faut pas avoir peur. Je vais te citer tout à l'heure Patrice Lumumba. Le couteau sur la gorge, le fusil sur la tempe. Il a osé dire, ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. Patrice Lumumba, c'est un héros de l'Afrique. Voilà pourquoi je dis, l'heure de la vérité a sonné, et ceux qui peuvent se lever pour emboucher la trompette et avoir averti le peuple pour dire, le danger arrive. Nous n'allons pas aller si bas, plus bas. Le ciel ne sera pas aussi haut, et nous allons marcher aussi bas que ça. Sur cette question de l'homosexualité. Vous dites que le complot se fait avec des complicités de certains Africains. Vous voulez que les mêmes Africains complices se lèvent pour... Heureusement, pas tous. Vous savez, sur le campus de Calavi ici, le mot de passe entre les lesbiens et lesbiennes, vous savez, quand ils se voient, ils disent « Allons à Adjamé ». Ça veut dire « Adjamé », c'est un marché de la Côte d'Ivoire. « Allons à Adjamé ». Ça veut dire qu'ils savent donc qu'ils ont un rendez-vous au lieu habituel. Au moment où je vous parle, des personnalités insoupçonnées sont dedans. Mais attention, je veux anticiper pour dire ceci. Ma position contre l'homosexualité reflète ce que Dieu pense et dit ceci. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est ça que je ne dis pas qu'il faut lancer la pierre, qu'il faut tuer ceux-là, qu'il faut les pourchasser. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il faut quand même savoir que notre culture ne nous permet pas encore de vulgariser, d'en rajouter à ce qui existe déjà dans notre pays. Et la constitution de notre pays déjà, les parlementaires, la société civile et tous les hommes religieux et tout cela doit prendre la mesure de ce que je viens de dire pour que dans notre constitution, la position soit affichée clairement par rapport à l'homosexualité. Complot culturel. Je viens maintenant au complot industriel. Le complot industriel. Vous savez qu'il n'y a pas de pays dit développé sans qu'il ne soit un pays industrialisé. Les ODM, objectifs millénaires, les OMD, pour le développement, est en train de changer en ODD, objectif du développement durable. Ça me rappelle le jeu de musique entre le plan d'action de Lagos et le NEPAD. Le plan d'action de Lagos a été concocté en 1980. Tous les pays africains ont vu que c'était un bon plan pour un développement planifié, collectif, auto-entretenu. C'est-à-dire que par l'effort, un développement basé sur nos propres efforts. Mais dès que les gens ont vu que l'Afrique, pour une fois, a levé la tête sur le plan de développement économique, ils ont dit, en 81, le PAS, le plan d'action de Lagos. Et c'est Berg
d'une institution de Bretton Woods, un Américain, et ça a porté son nom. On a mis le plan, le PASS, le programme d'ajustement structurel. Et dans ce PASS, vous savez, il faut d'abord tendre la main pour pouvoir nourrir son peuple. À partir de ce moment-là, le beau plan du PAL, c'est-à-dire le plan d'action de Lagos, a échoué. Et dès qu'on avait des écoles pour tous en 80 jusqu'en l'an 2000, c'était quoi? C'était seulement 20 ans. C'est la même chose qui se construit. Mais on a dit OMD 2015, qui est demain là, que beaucoup de choses, écoles pour tous, les enfants, etc. Qu'est-ce qu'on a pu atteindre? Vous voyez ce qu'il y a, non? Mais maintenant, on a changé. Quand 2000 est arrivé, puisque le PAL a échoué, le plan d'action de Lagos a échoué, on a juste inventé quelque chose d'autre pour faire rêver le peuple. N'est-ce pas nous-mêmes qui avons fait échouer le PAL? C'est pourquoi il dit qu'il y a une complicité aussi interne. Mais il faut d'abord identifier les poches de complot pour voir les responsables des uns et des autres. Dès que ça s'approche, eh bien, 5 chefs d'État, les Wad, Moubarak et autres se sont réunis pour faire ce qu'on a appelé le NEPAD, un nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et dans ce nouveau partenariat, tout est basé sur la mendicité. Et c'est pourquoi j'ai caractérisé dans un de mes livres, Géopolitique et Géostratégie, que le NEPAD est un bébé qui marche sur la tête. Et un instrument de mendicité, ça ne peut pas amener l'Afrique. Et même quand on convoque des réunions, il y a les projets qui sont là pour le développement. Ce n'est que des réunions que les gens font. Ça, c'est de pots café, de l'argent de voyage, de l'argent des hôtels. Et ça ne va pas dans le projet réel pour l'Afrique. Donc voilà la part de ce qui se fait. Donc des OMD, ça déjà est en train d'échouer. Vous allez voir, ils ont passé bientôt à ODD, Objectif de développement durable. Mais je dis, si dans cet objectif de développement durable, ils ne mettent pas des choses concernant l'industrialisation, concernant l'énergie, concernant les infrastructures, ce serait encore une autre perte de temps. Et comme les Africains ont la mendicité dans leurs chromosomes, et on va s'en contenter. Parce que qui va prendre la défense? D'ailleurs, j'avais déjà dit sur votre plateau ici, l'Union africaine, de l'OUA à l'UA, on dirait que c'est seulement un haut qui a sauté. Parce qu'on voit, en fait, mis à part ce que j'ai apprécié dans l'Union africaine actuellement, c'est l'évaluation par les pairs, et ça, où les gens vont défendre leur projet de développement, le mécanisme d'évaluation par les pairs. C'est une bonne chose. Mais tu ne dois de compte à personne, tu fais ta présentation, les gens critiquent, et puis c'est déjà une évolution. Donc je dis, dans les ODD là, quel que soit ce que l'on dit, tant qu'il n'y aura pas un plan d'industrialisation de l'Afrique, un plan énergétique pour l'Afrique, un plan des infrastructures, on aura tout dit, sauf encore quelques autres décennies de pertes pour l'Afrique. C'est cela, je dis que sur le plan industriel, c'est capital. Et même sur le plan industriel aussi, nos efforts personnels doivent compter. Il y a la pluie. La pluie, c'est l'eau. Vous voyez, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'Akosombo. Donc nous devons diversifier notre énergie. Nous devons voir comment utiliser l'énergie, surtout solaire, et peut-être l'énergie éolienne. Donc tout cela combiné pour varier. Et je dis, le Bénin doit faire encore davantage d'efforts pour que nous ayons une politique un peu autonome sur le plan énergétique. C'est vrai que des efforts se font. Je crois que ça doit continuer et se matérialiser par rapport surtout à Alegrita et autres, que je crois qu'on a déjà suffisamment perdu. Oui, Maria Agrita, on a déjà perdu suffisamment de temps. Maintenant, sur le plan monétaire, le complot sur le plan monétaire, on a déjà parlé du franc CFA une fois ici. Il faut revenir là-dessus parce que tant que nous n'allons pas résoudre ce problème, nous serons toujours en train de puiser de l'eau dans un panier. Aucun effort de développement n'aboutira. Oui, comment régler le problème et lequel? Voilà. Le problème du CFA. Le CFA, en quoi est-il un problème? Le CFA était arrimé au franc français qui a disparu. Mais on continue de penser encore que c'est arrimé à l'euro. Chabel, allez en Europe, sortez avec du franc CFA et voyez comment vous allez souffrir pour voir si vous pouvez changer le franc CFA si vous n'avez pas changé ça d'ici avant de partir. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc tout ça, c'est du pipeau. Et mieux, c'est que 65% des champs de réserve sont réservés en France. 65%, c'est vraiment 35% qu'on envoie ici. C'est seulement en octobre. Non, nous n'avons pas compris. Oui. La France coupe notre monnaie. La BCAO que vous voyez ici, là, les banques, la Banque centrale, etc. Non, ce sont, je l'avais dit, ce sont des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires
qui sont à la solde de la France. C'est ce que la France leur envoie ici, qu'ils distribuent. Et ils vont payer courant, l'électricité, les cravates, bon, les climatiseurs. Ça veut dire que je vous dis ça, c'est... Le franc CFA n'est pas coupé en Afrique. Mais c'est la France qui coupe ce franc. Et même les médailles. Mais savez-vous, la France, il n'y a pas que le franc CFA en Afrique de l'Ouest, il y a le franc CFA de l'Afrique centrale et ailleurs. Je vous dis... Il y a le franc malgache et autres. Non, le franc malgache, ça, c'est un franc purement national, local. C'est coupé... Le franc comorien, le franc coréen, c'est des îles Comores, comoriens, c'est coupé par eux-mêmes. Mais pour nous, et d'aller voir d'ailleurs, pour Sékou Touré avait son franc. Quand Sékou était là, il n'avait nécessaire, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on l'a fait plusieurs fois de coups d'État et des rébellions préparées contre lui. Et cela, c'est dans votre film documentaire France-Afrique. Vous avez produit ça ici. Et tu vois des officiels, des ambassadeurs français qui disent comment ils ont noyé l'économie de Sékou Touré. Ils ont coupé de fausses monnaies pour aller noyer son économie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait échouer, pour faire périr son économie. C'est dit, c'est témoigné, c'est officiel, c'est dans le documentaire France-Afrique. C'est un instrument capital, le franc. Je vous donne un exemple. Pourquoi c'est capital? Regardez, en janvier, le 11 janvier, je prends 1994, il y a eu dévaluation. Dévaluation par rapport au franc français. C'était le franc français en ce temps-là. De 100%. Un franc français faisait 50 francs CFA. Et puis après, la dévaluation, c'est devenu 100 francs CFA. Donc c'est 100%. Malgré ça, 100%, il y a eu des économistes, des États-Unis, je ne sais pas où ils ont fait l'école, pour reconnaître que c'est 50% d'augmentation. Alors que